sur la plateforme digitale YouTube. La chaîne Le Congo est à nous vous apporte des informations qui consolident notre montée en puissance. Les FARDC ont connu un grand coup de pouce avec l'arrivée de plusieurs milliers de jeunes formés en Égypte, en Israël et au niveau de la RDC, qui ont constitué maintenant une force spéciale. On les appelle les serpents noirs, euh, les Black Snake. Oui, ces enfants sont un bouclier pour l'armée congolaise qui a connu des déboires avec les anciens officiers qui étaient corrompus, qui étaient peu patriotes, qui ne voyaient que la déchéance de notre nation, qui avait sacrifié l'avenir de tout un peuple, qui s'était octroyé le luxe des millions au détriment des vies humaines en RDC. Le Congo est un pays que personne ne peut de lui-même se décider de détruire et réussir, parce que le Congo sort des principes des hommes. Le Congo est géré de manière supra-humaine, ou upra, ou extra-humain. C'est extra. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension qui échappe à tout le monde. Quand les esclavagistes avaient commencé leur croisade ou leur campagne d'esclavager l'Afrique, de faire des Africains des esclaves, le point saillant, c'était la région du Congo. Le bassin du Congo était la partie la plus importante où une grande marchandise, où une grande moisson, des hommes robustes, des hommes grands de taille, des hommes à la taille de Goliath. Ils ont trouvé ces gens-là dans la partie centrale de l'Afrique. Vous comprenez, quand vous voyez des gens comme les Mutombo Dikembe, tout ça, cette catégorie de gens grands de taille, c'était dans la région du centre qu'ils ont trouvé. Les gens musclés, les gens forts. Donc, alors, la campagne d'esclaves avait pris l'allure d'un business très prolifique, ou très bénéfique, voilà. Ils ont dit, nous allons dépeupler cette partie parce que c'est une partie la plus riche. C'est là où l'équateur passe, donc il pleut tous les jours. La végétation est tellement dense, le sol est trop fertile et l'hydrographie est très fluide. Donc cette partie, nous allons faire de ça notre jardin. Il faut dépeupler, il faut enlever tout le monde. Ils ont commencé à faire l'esclavage. Ils ont esclavagé toute l'Afrique, la région de l'Angola, de la RDC, du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun. Vous voyez, cette région-là, c'était le même peuple que vous voyez aujourd'hui. Tous ces pays que je viens de citer, c'est le même peuple que nous avons. Nous sommes tous les mêmes. Mais l'épicentre, c'était le Congo, la RDC. Tout partait de la RDC vers tous les autres pays que je viens de citer là, jusqu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et dans la partie subsaharienne. C'est l'histoire que je suis en train de recouper en quelques minutes. Ils ont fait ça, ils n'ont pas su terminer la substance parce que nzete bazokata ezobola ezobota plutôt ou ezokola bazokata ezokola. Ils se sont rendus compte que ces gens-là, c'était difficile de les exterminer. Il y a eu des scandales.
les gens ont commencé à dénoncer aux États-Unis l'esclavage, c'est inhumain, c'est la honte de notre civilisation, vendre un homme chez un autre homme. Il faut abolir l'esclavage. Ils ont fini par mettre fin dans la honte, parce que c'est la cause même de deux guerres civiles qui sont arrivées aux États-Unis. Les deux guerres qui se sont passées aux États-Unis, les deux guerres civiles après le départ de la Grande-Bretagne, quand ils ont eu leur indépendance. Quand ils sont restés, il y a eu ces problèmes des esclaves qui étaient au nord, des esclaves qui étaient au sud. Il y a eu les affrontements. Ceux qui étaient au sud voulaient continuer à garder les esclaves. Ceux qui étaient au nord ont dit pas question, et ça a éclaté. C'est la première guerre civile des États-Unis. Et ainsi, c'est les esclaves qui étaient libérés, qui étaient devenus forts, qui étaient dans l'armée, ont fait aussi la riposte. Donc, ils se sont battus entre eux. Et finalement, ils ont dit non, non, ça ne peut pas continuer comme ça, on va abolir l'esclavage. Aux États-Unis, l'esclavage a été aboli par les Américains. Quand eux ont dit on stoppe, ils ont imposé à tout le monde de stopper. Dans les Caraïbes, partout, les hommes devaient être libres. C'est pourquoi on appelle le président des États-Unis le président, le leader du monde libre. Les gens n'ont jamais compris cette expression, ça vient de là. Parce que l'Amérique a fait en sorte que le monde puisse avoir des êtres libres. Les droits de l'homme, tout ça. Les Américains ont dit, ok, maintenant, on doit avoir un monde où tous les hommes, tous les citoyens du monde doivent avoir les mêmes droits. Et le leader de ce monde libre, un monde sans esclaves, c'est le président américain. Vous avez compris? Est-ce que vous avez bien compris? De temps en temps, il faut qu'on vous explique ces choses pour que votre connaissance soit aiguisée. Nous pensons que quand nous apprenons quelque chose, nous devons passer cette information pour vous apprendre ce quelque chose. C'est très important. Personne ne connaît tout. Nous connaissons tous en partie, comme l'apôtre Paul l'a dit. Alors, quand l'esclavage prend fin, ou l'échec de l'esclavage, parce qu'il y avait des révoltes, les hommes étaient devenus de plus en plus robustes et capables de pouvoir dire non, taper sur leur maître, tuer le maître, tuer sa femme, tuer les enfants, se révolter, prendre les autres esclaves, attaquer une cité. C'était devenu très compliqué pour le blanc. Je dis non, 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 ça ne peut pas continuer comme ça. Si ces gens continuent comme ça, ils sont physiquement forts, ils vont nous envahir ici, nous allons tout perdre. Ceux qui étaient intelligents disent non, 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 il faut qu'on puisse rendre la liberté à ces gens. Il faut lire l'histoire. Ce n'était pas facile. Ce n'est pas qu'ils se sont réveillés un matin pour dire non, non, maintenant on arrête avec l'esclavage. Donc, il y a ce côté sombre que les Blancs n'aiment pas trop parler. Mais quand nous creusons, nous allons voir que c'était ça les problèmes. Oui, mais c'était à cause de ça qu'ils ont fini par réagir, à dire non, non, on doit stopper ça. Et quand ils stoppent ça, ils changent. Comme ils ont des idées tordues, ils disent bon, ça c'est maintenant les Européens qui disent bon, écoutez, on a abandonné cette histoire, mais ce continent-là est toujours riche, comme on a dit. Il y a des minéraux, la végétation est là, l'hydrographie est là, le soleil est là, tout est là. Il faut que nous puissions aller à la recherche de l'enrichissement. C'est comme ça qu'ils sont venus, cette fois-là, pour détruire encore l'homme africain avec la colonisation. Ils ont détruit. Léopold II a fait près de 20 millions de morts. On a dit 10 millions, mais il y a les dégâts collatéraux. Hein? On n'a pas tout dit. C'est beaucoup de gens qui étaient tués. Déjà à l'époque là, en 1908, déjà on comptabilise 10 millions. Il y avait combien de gens au Congo pour qu'il y ait déjà 10 millions de morts? Vous voyez? Cela veut dire qu'il n'y avait même pas l'Internet. Ces données-là, comment ils ont collecté pour compter?
C'est-à-dire ils ont juste donné une estimation. Il y avait beaucoup de morts. Et cela n'a pas suffi après la colonisation. Ils ont continué à nous créer des guerres après l'indépendance. Il y a eu trop de guerres au Congo. Jusque-là. C'est pourquoi je dis le Congo, quand vous le prenez, ne le prenez pas au sens naturel seulement. Il y a une dimension supernaturelle que personne ne maîtrise depuis tous ces vieux blancs, tous leurs ancêtres qui ont tout fait pour détruire, éteindre le Congo. Ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas aujourd'hui un Kanambe ou un Kagame ou tous ces individus, tous les chiens qui sont en train hein, de, de vouloir détruire le Congo. Je ne pense pas qu'ils vont réussir. Ils ne vont jamais réussir. Nous avons résisté sans avoir une superpuissance derrière nous. Le Rwanda qui nous fait la guerre avait les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, la Chine derrière le Rwanda. Toutes ces années, c'est ces puissances-là qui ont soutenu Kagame. Il était le président le plus sollicité par tous ces gens parce que il avait l'objectif de détruire le Congo que eux n'ont pas réussi à détruire. C'est comme ça qu'il y a des massacres, 20 millions de personnes. Ça fait 20 millions de personnes que nous avons perdues au Congo. C'est la République du Congo en face. 5 fois. La population du Congo, Brazzaville, c'est 5 millions. Donc nous avons perdu 20 millions, c'est-à-dire 4 fois la population du Congo-Brazzaville. Donc on a exterminé 4 pays en RDC. Aujourd'hui, nous avons tenu et nous sommes en train de monter pour en finir avec Kagame. Minembwe qui était le coffre-fort de Kagame, où il a résisté, où ils se sont dit à un moment donné que Minembwe était leur Jérusalem. Minembwe, c'est la capitale du peuple Tutsi. Ils se disaient c'est sur les montagnes, c'est à couper le souffle. Ils ont caché des armes presque dans chaque parcelle. Des caches d'armes là-bas, c'est incroyable. C'est pourquoi vous avez vu cette résistance de Minembwe. Nos forces spéciales entrent. À un moment donné, ils sont obligés de reculer parce que c'est la population qui tire. Je dis, mais attendez, qui sont réellement les Turanéo, qui sont réellement les Red Tabara, qui sont réellement les M23? Nous voyons la population, mais quand nous voulons entrer pour protéger cette population, la population commence à tirer sur nous. Donc, ces gens, quand ils voient qu'ils sont en danger, ils enlèvent les tenues militaires, ils se mélangent avec la population. Ça devient difficile de faire la différence entre un civil et un criminel parce qu'ils ont tous le même visage. S'il est en tenue civile, vous ne saurez pas que c'est celui-ci qui est en train de tirer sur nous il y a 30 minutes. Vous voyez? Mais ils ont réussi à mettre ces gens-là en déroute. Hier, ces Twirwaneho et les Red Tabara ont tenté d'attaquer encore les positions de M20, plutôt de nos forces spéciales et les Wazalendo et les forces burundaises, mais ils ont été repoussés, neutralisés, beaucoup ont fui, d'autres se sont encore jetés dans la population. Maintenant là, c'est un bouclage, on est en train de passer au peigne fin, parce qu'il y a beaucoup de caches d'armes
à Minembwe. Ils ont eu tout l'État, 30 ans. Quand vous voyez quand on attaque seulement Minembwe, les Nyarugabo commencent à parler parce qu'ils savent ce qu'il y a. Robert, on n'avait pas déclaré cette partie-là une commune rurale, la commune rurale de Minembwe pour rien. Tout était déjà planifié, tout était déjà préparé. Ils s'étaient déjà préparés, ils ont beaucoup d'armes. Cette partie-là, il faut beaucoup d'unités de nos militaires pour continuer avec des appareils pour détecter les armes qui sont enfouies dans les sols. Il faut un travail pendant même 3 mois. Vous allez voir les scandales, le nombre d'armes qui vont sortir de là. Ces gens sont hypocrites. Même les civils, là, ils sont hypocrites. Ils savent, parce que ceux qui se battent là, les rebelles, là, c'est leurs frères. Ils savent tout ce qu'ils font. Ils vont dire, oh non, nous ne pouvons pas parler parce qu'on va nous tuer. C'est faux. Et ils font le même travail parce que leur objectif est le même, avoir une terre qui leur appartient. Nous avons toujours dit que être congolais, vous pouvez l'être. Parce qu'il y a des Chinois qui sont aujourd'hui congolais. C'est une nationalité que vous pouvez prendre. On ne peut pas refuser à quelqu'un. Nous-mêmes, nous avons des nationalités d'autres pays. Mais vouloir imposer à un pays une nationalité qui vous donne droit à une terre, ça ne se fera jamais jusqu'à la fin de l'existence du Congo. Parce que les Lumumba étaient là, ils sont passés. Les Mobutu sont passés. Les Mouzé sont passés. Les Félix vont passer. D'autres viendront. Mais la philosophie ne change pas. Tous les Congolais, tout ce que nous disons ici, les Congolais qui sont encore petits, qui ont encore 10 ans, sont en train de suivre, ils regardent à la télé, ils suivent leur papa, ils voient. Quand ils vont grandir, ça sera la même lutte. Personne ne va perdre. Je viens de vous donner l'historique. On a tenté de nous déposséder le Congo par à plusieurs fois, plusieurs époques, l'esclavage, la colonisation, après-colonisation, les guerres. Tout ça, ce sont des tentatives de nous déposséder ou de nous arracher le Congo. Ça n'a pas fonctionné. Jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas les Rwandais, avec leur hégémonie, ils ont réussi partout. Ils ont pris le Kenya, ils ont pris la Somalie, je sais pas, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Ils ne peuvent pas prendre le Congo. Non. Ici, c'est autre chose. Vous voyez les voisins de là, ce n'est que le début. Ça va se radicaliser. Ces enfants-là, qui ont grandi dans la guerre, qui ont vu leurs parents être pendus, éventrés, les têtes coupées, égorgées, tout ça. Ces enfants-là ont vu. Ils ont grandi avec cette rage de se venger. Aujourd'hui, ils sont dans la vingtaine. Ils vont commencer à voir leurs enfants. Leurs enfants vont naître avec le sang de la résistance. Parce que ce sont des faits sociaux, totaux et globaux. Les faits sociaux, totaux et globaux. Attends, l'ADN qui est dans ces parents, donc les potentiels parents de demain, qui sont aujourd'hui des jeunes qui ont les armes là, quand ils vont commencer à faire leurs enfants seront les produits de la résistance. Ils seront encore plus résistants que ceux qui sont aujourd'hui. Je vous dis. Mais regardez en Palestine, regardez partout dans les pays arabes. Vous tuez leurs parents, les enfants qui grandissent là, ils deviennent encore très radicaux. C'est ce que le Rwanda n'a pas compris, qu'il a aidé maintenant. Hein, je suis au commis honorable Paulin. Donc, le Rwanda n'a fait que endurcir
les Congolais dans une résistance de manière collective. Et surtout la partie Est, ça devient presque impossible. Même si Kinshasa n'envoie pas les armes, ni les munitions, ni les hommes, ces gens-là vont se prendre en charge eux-mêmes à l'Est là. Je vous le jure. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas. Ça se transmet. Le sang qui a coulé à l'Est là, tous ces hommes qui sont morts, ces femmes qui sont mortes là, ils sont là. Ils ne font qu'endurcir maintenant leur cause, leur vengeance, il faut leur faire justice. J'insiste, même si Kinshasa n'envoie pas les militaires, même s'il y a tout le monde est corrompu à Kinshasa, il y a des traîtres à Kinshasa, eux-mêmes à l'Est là, ils vont régler cette question. Et ce sera difficile, impossible. Un jour, le Rwanda va seulement déclarer qu'ils ont perdu et même tous fuient. Comme les talibans avaient fait en Afghanistan, non? On les a attaqués pendant 20 ans. Finalement, les États-Unis ont fini par abandonner. Ils ont quitté. C'est ce qui va se passer avec le Rwanda. Les forces spéciales maintenant, une partie a quitté Minembwe. C'est l'assaut sur Bukavu qui est en vue. Vous avez appris déjà que Goma est en danger. Il y a la cité de Bitaba et une autre cité là qui vient d'être reconquise ce matin. Donc Saké est déjà, il y a une panique à Saké et c'est Goma qui est dans les viseurs. Ça c'est le travail de Wazalendo et les forces spéciales, les unités Serpent Noir. Le travail, ces unités sont sous le commandement de quelqu'un qui ne rapporte pas à la chaîne de commandement normal de FARDC. Et le travail est à un niveau tel que Bukavu, Goma. Ne vous en faites pas. Nanga peut continuer à parler, mais qu'ils attendent. Ces hommes sont en panne sèche. Kigali n'envoie plus les armes. 2 militaires FARDC et M23 se battent avec une arme. Tellement on les tue, ils perdent les matériels, ils perdent tout. Kigali est en difficulté. Certains bateaux qui avaient les armes ont été saisis. Les Américains sont derrière tout celui qui veut aider les Rwandais, surtout l'armée rwandaise. Maintenant là, il y a un problème très sérieux. Un matin, vous n'entendrez pas parler de Nanga ni de tous ces gens-là parce qu'ils vont seulement quitter, ils vont fuir. Ils n'ont plus de la logistique nécessaire pour faire la guerre. Il n'y a pas du carburant. Les transports de troupes, ça devient un problème. Parce que si vous vous déplacez lentement, on vous dit que tel village est attaqué, vous devez envoyer des renforts, non? S'il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de carburant, vous envoyez des renforts comment? Et si vous ne pouvez pas envoyer les renforts, ceux qui ont pris la ville, les villages là, vont continuer à avancer. Vous serez en infériorité numérique et ils vont vous avoir. C'est ça les revers de la guerre. Ils sont en train de perdre la guerre maintenant parce qu'ils n'ont plus d'effectifs. Ils n'ont plus de la logistique. Les moyens de transport et tout ça, ça pose problème. Le Rwanda est incapable de répondre à un besoin sur des provinces. Le nord Kivu, le sud Kivu. Il faut gérer le tout à la fois. Si vous perdez d'un côté, vous voulez renforcer de l'autre, vous perdez ici, vous allez complètement perdre ici. Et quand vous perdez ici, là-bas, vous devenez vulnérable, on peut vous avoir facilement. Donc, c'est une question de 2 semaines. Les Américains ont dit au Rwanda quitter la RDC avant le 15 juillet. Nous sommes le 20. La pression monte sur le terrain. D'ici la fin du mois, je ne crois pas que le Rwanda soit à Rubaya, que le Rwanda soit à Bukavu, que le Rwanda soit à Goma.
La pression va continuer. Les Français sont en train de venir en aide, en train d'utiliser les bombardements aveugles de drones. Mais leur question sera réglée bientôt. Le président était aux États-Unis. La France doit continuer à se tenir toujours à côté du Rwanda. L'humiliation sera collective. Quand on va présenter des militaires français au monde, même Macron ce jour-là va démissionner parce qu'on va les torturer. Ça va être une honte pour la France. On va poser la question à la France, qu'est-ce que ces gens-là faisaient au Congo? Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.